Paris, en plein cœur de l'Europe. C'est ici que se trouvait l'un des palais des rois les plus majestueux de l'époque médiévale. Situé sur les bords de la Seine, sur une île d'à peine 20 hectares, l'île de la Cité. Construit au début du Moyen-Âge, il reste encore deux vestiges de ce palais grandiose. La Sainte-Chapelle, la plus grande et la plus audacieuse chapelle palatiale de l'époque. Et la Conciergerie, une salle médiévale aux dimensions impressionnantes. Ces deux lieux uniques témoignent d'une maîtrise exceptionnelle des techniques de construction. Qu'est-ce qui fait l'exceptionnalité de la Sainte-Chapelle? C'est qu'elle est l'image du paradis pour des gens du XIIIe siècle. Quand on voit ces murs de verre, la place qu'ils prennent, c'est-à-dire qu'on ne voit plus du tout la pierre dans la chapelle haute, c'est vraiment un point culminant de l'architecture gothique rayonnante. On fait les choses les plus hautes, les plus grandes, les plus belles, tout simplement pour affirmer qu'on est supérieur. C'est pour ça qu'on fait la salle, à l'époque, la plus grande de l'Occident médiéval. Pour élever de tels édifices, les bâtisseurs se sont surpassés. Il faut quand même faire tenir un édifice très haut, donc on dispose des ceinturages métalliques qui viennent corseter la construction pour éviter que les murs ne s'écartent. L'architecte va devoir mettre en œuvre des contreforts d'une grande épaisseur. Malgré tout, le poids de l'ensemble de cette salle devait être évidemment supporté, soutenu par toute cette structure. Comment les bâtisseurs sont-ils parvenus à construire sur un sol humide et instable? Il y avait une humidité qui était constatée, terrible. Les piliers se sont effondrés, les voûtes ont été refaites aussi. Donc, vraisemblablement, il y avait des problèmes de stabilité dans cette partie nord. Croisées d'ogives, système de consolidation innovant, armature de fer, piliers porteurs au diamètre impressionnant. Les techniques mises en place permettent à ces deux édifices de traverser les siècles et de témoigner de la magnificence du Palais des Rois. Grâce à des détails parfois imperceptibles, les archéologues, les architectes et les historiens dévoilent les techniques de construction qui feront de la Sainte-Chapelle et de la Conciergerie les édifices les plus aboutis du Moyen-Âge. Île de la Cité, en plein cœur de Paris, au milieu de la Seine. C'est ici, au VIe siècle, le début du Moyen-Âge, que les rois décident d'installer leur palais. La ville est en plein développement, protégée par le fleuve et au croisement des deux axes de circulation majeurs, un lieu stratégique. Au XIe siècle, la cathédrale Notre-Dame est en construction sur un côté de l'île. C'est l'un des chantiers les plus importants de l'époque. Le Palais des Rois doit s'imposer. Sur l'autre côté de l'île, c'est-à-dire à la partie orientale, il y a la cathédrale. Il y a donc le pouvoir épiscopal. Donc le roi a tout intérêt à manifester son pouvoir sur le pôle opposé de l'île de la Cité face au pouvoir religieux. C'est sous le règne de Louis IX que le palais va affirmer sa puissance face au pouvoir religieux, grâce à un événement extraordinaire. Saint Louis, donc le grand roi de France entre 1226 et 1270, a un moment dans son histoire, dans son règne, une idée extraordinaire. Il acquiert les reliques de la Passion du Christ. Il a fait un coup, littéralement politique et religieux, en fait, en acquérant les plus riches, plus précieuses, plus extraordinaires reliques de la chrétienté. La plus précieuse des reliques, c'est la couronne d'épines du Christ. L'acquisition de la couronne d'épines a une fonction éminemment politique, puisqu'elle est de faire de Paris une nouvelle Jérusalem. Et il décide de disposer ces reliques dans l'enceinte de son palais, dans un sanctuaire qui leur serait particulièrement réservé. Pour la couronne d'épines, Louis IX veut construire une chapelle encore unique pour l'époque. Il veut qu'elle soit la plus haute, la plus lumineuse et la plus spacieuse. Et surtout, il veut qu'elle ait une forme spéciale. Il souhaite qu'elle ressemble à une boîte qui renferme habituellement les précieuses reliques, un reliquaire.
Louis IX veut monumentaliser absolument le reliquaire et en faire un reliquaire presque posé dans la ville. Un reliquaire de pierre. Saint-Louis, effectivement, va faire inventer par l'architecte qui a bâti la Sainte-Chapelle une forme d'architecture nouvelle. On doit bien comprendre qu'à cette époque, il n'y avait pas tous les supports que l'on connaît aujourd'hui pour diffuser des idées. C'est pourquoi les formes des bâtiments avaient un sens que les gens pouvaient comprendre et interpréter. La Sainte-Chapelle sera donc un reliquaire de pierre. Sa construction commence aux alentours de 1242. La chapelle doit être aussi haute que les tours de Notre-Dame, qui culminent à plus de 40 mètres au-dessus du sol. Mais comment construire un tel édifice dans un lieu aussi restreint et sur le sol humide et instable de l'île? À l'époque, l'île de la Cité est divisée en deux monticules. Entre les deux, il y a des marais. Une épaisse couche de limon s'est déposée au cours des siècles sur le sol. Dans ce type de milieu, dans des milieux alluvionnaires où la roche ne va pas être affleurante, on est obligé d'aller creuser en profondeur sur plusieurs mètres de profondeur pour asseoir des fondations solides qui vont permettre d'élever les maçonneries qui vont monter au-dessus du sol. Il faut évacuer l'eau. Ça, c'est la première des choses. Il faut faire des systèmes de drainage. Il faut faire des coffrages qui permettent d'empêcher l'eau de venir de la Seine. Mais on avait déjà des fondations puisque les Romains avaient construit quelque chose de significatif. Sous la chapelle basse, ils ont dû creuser de profondes fondations. Mais il y avait aussi une autre chapelle qui datait d'avant la Sainte-Chapelle. Mais on sait peu de choses là-dessus car il n'y a jamais eu de fouilles. Si les fondations s'appuient sur des constructions plus anciennes, cela ne suffit pas pour asseoir un tel bâtiment. Les bâtisseurs vont devoir imaginer un système qui permette d'élever sur plus de 40 mètres. Ils vont profiter d'une contrainte imposée par le roi. En effet, Louis IX veut une chapelle sur 2 niveaux. Ces 2 niveaux, c'est un niveau terrestre et un niveau céleste. Donc déjà, le principe de l'architecture, il est commandé par la vision théologique de l'époque. C'est pas une chapelle, c'est 2 chapelles. 2 chapelles l'une sur l'autre. Et avec des fonctions tout à fait différentes. Donc on le rappelle qu'à la Sainte-Chapelle et dans le palais de la Cité tout entier, on a bien 2 niveaux. Un niveau supérieur qui est réservé au roi, à ses hôtes de marque, et puis un niveau inférieur qui est pour le tout commun, c'est-à-dire le personnel du palais, les serviteurs, etc., etc. Les 2 niveaux seront bien séparés. Un niveau en bas pour les messes publiques et un niveau en haut pour le roi et sa famille. Et de cette contrainte de double niveau, les bâtisseurs vont en faire une force. En fait, les bâtisseurs ont conçu la Sainte-Chapelle comme une structure emboîtée, où la chapelle basse va vraiment servir de soubassement à la chapelle haute. Mais comment les bâtisseurs vont-ils faire pour répondre à cette double fonction? Faire de la chapelle basse un lieu d'accueil large et spacieux, tout en servant de fondation pour la chapelle haute. Les bâtisseurs vont utiliser une technique bien maîtrisée à l'époque, la voûte sur croisée d'ogives. Chaque pilier est le départ de nervures de pierre qui vont composer la voûte. Elle sera ensuite scellée par une pierre centrale, appelée clé de voûte. Cette pierre va stabiliser la structure qui repose uniquement sur les piliers. Il n'y a plus de mur porteur. La croisée d'ogives, c'est un des moyens qui est utilisé pour mieux répartir les forces sur les piliers. C'est vraiment un élément absolument structurel et fondamental de l'architecture gothique. C'est aussi une garantie de stabilité et qui permet d'élever aussi au-dessus des espaces qui sont plus libres, largement ouverts et qu'on peut utiliser sur des très grandes dimensions. Les bâtisseurs vont devoir faire face à une contrainte, aligner le haut des voûtes de la chapelle basse avec le niveau de circulation des appartements du roi. Mais ils doivent aussi s'assurer d'avoir le maximum de hauteur sous le plafond de la chapelle basse.
Pour cela, ils vont réaliser des voûtes quasiment plates. Il y a une prouesse qui est réalisée au niveau de la chapelle basse. Parce que la chapelle basse, on a une voûte qui est large, mais qui est extrêmement plate, et donc avec des forces qui vont être très horizontales. Et donc, on a besoin de systèmes de renforcement complémentaires au niveau de ces piles afin justement de contenir cette poussée des voûtes. En réalisant des voûtes plates, les forces en action ont une composante plus horizontale que verticale. Les piliers pourraient s'écarter sous le poids. Pour contrer cette force horizontale, les bâtisseurs vont avoir une idée. Ça a été déjà un défi pour eux de se demander comment faire en sorte que le poids de ces voûtes et le poids de la chapelle haute ne provoquent pas un écartement des murs. Donc c'est la raison pour laquelle, quand on vient en chapelle basse, on voit bien qu'on a d'ailleurs un vaisseau avec deux bas-côtés où les voûtes reposent sur des piliers qui ensuite reposent sur les murs. Il y a vraiment eu un tour de force architectural, parce que c'est une des premières fois, si ce n'est la première fois, que l'on repousse les murs vers l'extérieur en utilisant des colonnes pour supporter les voûtes. C'est comme si on avait une église en 3 parties. Architecturalement, c'est très audacieux ce qui a été réalisé dans la chapelle basse. Pour éviter que les forces soient trop horizontales, les bâtisseurs ont décidé de les faire reposer sur des piliers intermédiaires, ce qui permet de repousser les murs. La chapelle est donc composée d'un vaisseau principal et de 2 contre-allées. Mais cela ne suffit pas pour assurer la stabilité de la chapelle basse et élever la chapelle haute. Les bâtisseurs vont utiliser un procédé bien connu, mais ils vont une fois de plus innover. Les constructeurs ont eu cette idée assez géniale, c'est de mettre entre les piliers et les murs extérieurs des petits arcs-boutants qui sont eux-mêmes accompagnés de 2 tirants au-dessus et en dessous, ce qui donne évidemment une très grande stabilité à l'édifice, mais en même temps qui permettent quand même de garder cette idée de légèreté, puisque les arcs-boutants intérieurs sont eux-mêmes repercés, pour impliquer effectivement que même si on assure la stabilité, on se permet de les percer pour montrer en quelque sorte qu'on est capable de faire ça. C'est tout l'enjeu de ces petits arcs-boutants qui sont à l'intérieur de la construction et non plus à l'extérieur, et qui sont disposés dans les bas-côtés et qui servent à relier les différentes parties de l'édifice pour éviter que les murs ne s'écartent sous le poids de la construction supérieure. En plaçant des arcs-boutants à l'intérieur de l'édifice entre chaque pilier des collatéraux et en ajoutant des tirants de fer, les bâtisseurs parviennent à stabiliser la chapelle basse pour préparer l'élévation de l'édifice dans la hauteur. C'est vraiment comme une pièce montée dans laquelle on assurerait un premier niveau suffisamment solide pour pouvoir, en quelque sorte, élever au maximum la légèreté des formes. Les bâtisseurs vont maintenant se concentrer sur la 2e chapelle, celle du roi, celle qui recevra la sainte relique, la couronne d'épines. Elle doit être à la hauteur des exigences de Louis IX, qui souhaite une luminosité encore jamais atteinte jusque-là. Il fallait donner une ampleur majestueuse à cette chapelle royale. Et l'effet visuel primordial était cette transparence. Mais il faut quand même monter l'édifice à 42 mètres de hauteur. C'est quand même très exceptionnel. Comment élever une voûte unique aussi haute et avoir une luminosité inédite dans l'histoire médiévale? Les bâtisseurs vont devoir prendre le contre-pied de ce qu'il se fait couramment dans l'art gothique. Normalement, à l'époque gothique, avec un bâtiment qui atteint les 29,5 mètres, on s'attend à avoir des arcs-boutants ou au moins des contreforts très épais. À l'époque gothique, les murs de cathédrale sont contrebutés par des arcs-boutants placés à l'extérieur pour éviter qu'ils ne s'écartent. Mais la forme que souhaite le roi est une forme reliquaire. Il s'agit d'un vaisseau unique,
donc il ne peut pas y avoir d'arc-boutants pour maintenir les murs à l'extérieur. On ne peut pas disposer des arcs-boutants de part et d'autre sur un édifice à nef unique. Donc il faut trouver un moyen de consolider ce vaisseau unique qui s'élève à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol. Donc l'architecte va devoir mettre en œuvre des contreforts d'une grande épaisseur. De très larges contreforts pour compenser la taille et la hauteur de la Sainte-Chapelle. Ils sont quasiment aussi importants que ceux construits pour la cathédrale Notre-Dame. Pour élever ce vaisseau unique, les bâtisseurs vont placer 8 contreforts de part et d'autre de la Sainte-Chapelle de presque 30 mètres de hauteur. Au niveau du chœur, 6 autres contreforts sont placés, puissants et extrêmement épais. Ils font partie des murs de la Sainte-Chapelle. Les contreforts sont très puissants, ils sont très hauts bien sûr, et donc ils sont essentiels dans la structure de l'édifice. Et ils traversent y compris le mur, simplement on ne les voit pas en chapelle haute parce qu'ils sont habilement dissimulés par un réseau de fines colonnettes. Les colonnettes et les ornements cachent l'épaisseur et la puissance des contreforts qui deviennent un élément de décor, à tel point qu'on ne perçoit plus la structure lorsqu'on est à l'intérieur du bâtiment. Là, on a une prouesse technique qui, certes, utilise des éléments d'architecture connus, mais d'une façon nouvelle et qui vont permettre ces élévations majestueuses que l'on va retrouver à la Sainte-Chapelle. Cette prouesse architecturale a permis d'évider les murs et de placer des rideaux de verre qui illuminent la Sainte-Chapelle comme aucun autre édifice à l'époque. La chapelle supérieure monte vers le ciel, ouvre vers le ciel, et elle est comme une chambre de paradis. Pour accentuer cette impression de grandeur et de hauteur, les bâtisseurs ont placé les contreforts judicieusement. Ils sont de plus en plus proches les uns des autres au fur et à mesure qu'on se rapproche du cœur de la chapelle. En créant un tel point de fuite en hauteur, cela augmente la perspective et donne l'impression aux visiteurs d'être happés vers le ciel par la lumière. Mais les contreforts à eux seuls ne suffisent pas à maintenir l'édifice. Les piliers construits peuvent s'écarter. Il faut trouver un moyen pour les consolider tous ensemble. Comment les bâtisseurs s'y sont-ils pris pour stabiliser la Sainte-Chapelle et lui permettre de traverser les siècles? Maxime l'Héritier et son équipe ont trouvé la réponse dans les combles de la chapelle. Et bien donc là, au niveau de la 3e assise du mur Goutreau, on voit les restes d'un tyran qui a été posé à l'époque médiévale. Donc il faut imaginer que ce tyran, il était tendu à travers l'intégralité du vaisseau, il passait au-dessus des voûtes, il venait relier le mur nord au mur sud pour consolider la maçonnerie, en tout cas dans un premier temps, avant qu'elle ne soit chargée par la charpente et les parties supérieures de l'édifice. Ces tirants de fer sont de grandes barres de fer qui traversent l'édifice de part et d'autre et évitent que les murs ne s'écartent pendant la construction. En faisant des recherches plus poussées, Maxime l'Héritier trouve un autre indice sur l'usage du fer pour maintenir l'édifice. Il s'agit de cette pièce de fer datée de l'époque médiévale et qui semble oubliée sur un muret. À quoi servait-elle? Les chercheurs finissent par comprendre. Il s'agit d'une agrafe de fer qui s'emboîte avec d'autres agrafes pour former un chaînage continu qui enserre l'édifice. C'est comme un jeu de mécano qui forme une ceinture puissante tout autour de la chapelle. La Sainte-Chapelle haute, comme la Sainte-Chapelle basse d'ailleurs, constitue une sorte d'extraordinaire cage de fer. Il faut quand même faire tenir un édifice très haut. On dispose des ceinturages métalliques qui viennent corseter la construction pour éviter que les murs ne s'écartent. La Sainte-Chapelle est littéralement ceinturée en haut et en bas par des pierres armées de fer.
Mais les bâtisseurs ont encore des doutes. Je pense vraiment qu'ils avaient des inquiétudes sur le fait de pouvoir maintenir ces vitraux en place. Il faut résister aux effets du vent et maintenir ces immenses vitraux qui sinon ne résisteraient pas à la pression. En observant les vitraux, les chercheurs distinguent des barres de fer habilement dissimulées qui semblent participer à la structure de l'édifice. Les vitraux permettent d'intégrer de façon élégante et raffinée des éléments de métal qui contribuent à ce corsetage de la construction. Les vitraux sont quadrillés par des barres de fer placées horizontalement et verticalement. Au final, 2 chaînages de métal et un quadrillage complet au niveau des vitraux enserrent l'édifice et bloquent les 14 puissants contreforts. On a effectivement une structure qui est très audacieuse, qui est particulière, où le fer s'adjoint avec le verre, s'adjoint avec la pierre également, pour renforcer l'intégralité de cette structure. C'est une sorte de cage de fer qui renforce toute la structure des murs de pierre de la Sainte-Chapelle. Et à notre connaissance, c'est l'une des utilisations du fer les plus abouties de l'époque pour consolider un bâtiment. En tout, 1113 verres composent les vitraux. Chaque dessin est soigneusement choisi pour appuyer la puissance du roi. Car la Sainte-Chapelle est avant tout une construction qui impose son autorité. C'est comme une bande dessinée qui va jusqu'à Louis IX, qui inclut Louis IX. On voit le transfert de la couronne d'épines, c'est la fin, si j'ose dire, de la série des vitraux de la Sainte-Chapelle. Il se met en scène comme finalement un successeur du Christ et des rois de l'Ancien Testament. Donc il sait là aussi très bien ce qu'il fait. C'est un acte politique qui se lit dans les vitraux de la Sainte-Chapelle. Toute l'architecture de la Sainte-Chapelle est pensée pour imposer le pouvoir de Louis IX. C'est un édifice incontournable dans le paysage parisien du Moyen-Âge. Mais il manque encore quelque chose pour être certain de dominer tous les bâtiments. Et surtout la cathédrale Notre-Dame, juste en face, et qui est en cours de construction. Louis IX veut une flèche. Je rappelle que l'évêque de Paris, c'est quelqu'un de très puissant, qui possède d'ailleurs une très grande partie du sol de la ville. Donc le roi a tout intérêt à manifester son pouvoir sur le pôle opposé de l'île de la Cité face au pouvoir religieux. Donc quand la flèche de la Sainte-Chapelle a été faite, elle devait dominer ou au moins égaler les tours de Notre-Dame. On est aussi dans des moments de rivalité, et donc effectivement, que le roi marque aussi son territoire face à l'évêque qui est de l'autre côté, ça fait sens. Mais installer une flèche pour les bâtisseurs va se révéler être un défi architectural. Dès le XIIIe siècle, effectivement, il y a eu une première flèche. Celle qu'on a aujourd'hui, c'est quand même la 5e depuis l'origine, donc on a fait plusieurs essais, vous voyez. C'est quand même un signe d'éventuel désordre. Alors bien sûr, les flèches sont aussi souvent plus soumises aux risques, aux accidents, je pense à la foudre notamment et aux incendies malheureusement, que d'autres parties de l'édifice, mais c'est quand même un mauvais signe. Techniquement, c'est très compliqué parce que plus on monte, plus on a des vents puissants. Et c'est un véritable problème. Il est donc nécessaire d'abaisser le centre de gravité de la flèche, de la lier efficacement au contrefort, tout en évitant d'en faire supporter le poids par les voûtes. En tout, en 6 siècles, il y aura 5 flèches. Incendie, foudre, vent violent, problème de stabilité, elles se succèdent jusqu'à la dernière encore en place, qui date du 19e siècle, qui se rapproche de celle commandée par Louis IX. Avant la fin des travaux, un autre édifice va être ajouté à la Sainte-Chapelle, un élément qui participe à sa renommée.
Le trésor des Chartes, c'était presque une sorte de mini Sainte-Chapelle qui était accolée à la Sainte-Chapelle, effectivement, et qui est encore visible sur de nombreuses représentations, images, jusqu'à l'incendie de 1776. Détruit au XVIIIe siècle, le passage se faisait depuis la chapelle basse. On distingue encore une porte qui permettait d'y accéder. Les moulures à peine visibles aboutissent sur une entrée murée. Derrière se trouvait le trésor des Chartes. Mais pourquoi construire cette chapelle miniature? Quelle était sa fonction? On pense qu'elle a été construite en même temps que la Sainte-Chapelle. Mais à quel moment ça a été décidé? Parce que c'est très étrange l'emplacement choisi pour édifier le trésor des Chartes. Lorsque vous rentriez dans le Palais des Rois, c'est la première chose que vous auriez vue, pas la Sainte-Chapelle qui était cachée derrière. Je pense que ce n'était pas du tout prévu au début et qu'ils se sont concentrés sur la Sainte-Chapelle avant tout. Décidée à la dernière minute, cette Sainte-Chapelle miniature a pourtant une véritable importance pour le roi. Ce bâtiment contenait joyaux, reliques, reliquaires à foison, des têtes de saints par dizaines, du lait de la Vierge, des pierres du Saint-Sépulcre, à peu près toute la panoplie des saints. Mais surtout, il y avait un autre trésor qui était en fait les chartes du roi, c'est-à-dire les archives de la famille capétienne, les testaments, les contrats de mariage, les titres de propriété, de fief, et aussi tout ce qui pouvait être les procédures secrètes, les traités avec les rois étrangers, enfin, véritablement, lieu où on conserve très précieusement les documents les plus importants. En moins de 7 ans, un temps record, la Sainte-Chapelle est sortie de terre. Elle va rayonner dans l'Europe entière. On se presse pour la voir et l'admirer. Elle renferme ce qu'il y a de plus précieux pour le roi. Les personnes qui vont dans ces lieux au Moyen-Âge, ils vont comme s'ils visitaient l'image de la fin des temps. Donc ils ne voient pas ce que nous voyons. Et donc on ne peut pas comprendre totalement. Eux, ils croient à la fin des temps. Et on leur dit, voilà, c'est l'image du paradis. On sait que le roi anglais était jaloux lorsqu'il l'a vue. Il y a même des chansons à l'époque qui racontent qu'il la convoitait au point de vouloir la rapporter chez lui, dans son palais. Bien sûr, c'était de l'humour, mais ça montre à quel point ce bâtiment était unique à l'époque. C'est une architecture unique qui va d'ailleurs faire date, puisque le modèle de la Sainte-Chapelle va être reproduit dans d'autres constructions. On a la Sainte-Chapelle de Saint-Germer-de-Fly, on a la Sainte-Chapelle du château de Vincennes. La Sainte-Chapelle de Vincennes fut construite un siècle plus tard. La famille royale en a construit plusieurs en France, et ce modèle a été repris aussi dans toute la zone de l'Europe qui a été marquée par la France. Le palais de la Cité rayonne dans toute l'Europe. Les rois s'installent durablement dans l'enceinte. La France prospère et s'agrandit. Il faut donc construire de nouveaux espaces toujours plus grands et toujours plus majestueux. C'est Philippe le Bel, le petit-fils de Louis IX, qui va s'y atteler. L'idée de Philippe le Bel, elle est très simple, c'est de concurrencer tous les monarques de son temps, monarques temporels, l'empereur, le roi d'Angleterre évidemment, mais aussi spirituel entre guillemets, par exemple le pape. Philippe le Bel, clairement, va porter le palais à son apogée. Là, c'est sous Philippe le Bel qu'on sait que le palais s'est considérablement étendu, que sa surface a été triplée. Pour ça, il fallait rationaliser les espaces, qui étaient parfois assez anciens, et construire surtout un palais à la dimension du rayonnement de la monarchie de l'époque. Philippe le Bel imagine une nouvelle façon de gouverner. Il veut un palais qui ressemble à sa nouvelle politique. Philippe le Bel a modernisé l'ensemble du palais.
pour le mettre en adéquation avec la gestion du royaume, gestion administrative, gestion juridique, gestion économique, gestion des monnaies. Vraiment un lieu qui centralisait à peu près tous les ministères actuels qu'on peut connaître pour la gestion de la France en fait. Il agrandit considérablement le palais. Il en fait vraiment un lieu de prestige, bien plus qu'avant. Louis a ajouté la Sainte-Chapelle et ensuite son petit-fils va compléter l'autre partie du projet. Tout le palais va être structuré autour de ces grandes institutions pour un palais qui n'était plus déjà véritablement pour le roi, mais avant tout pour l'État. Il va dessiner un immense palais. Aujourd'hui, il n'en reste que la conciergerie, qui est composée de plusieurs salles, avec des cuisines, une salle des gardes, et enfin la salle des gendarmes, la plus grande de l'époque médiévale, plus grande que Notre-Dame. Avec ses 68 mètres de long et 27 mètres de large, jamais aucune salle n'avait été aussi vaste. Il s'agit là, en fait, des vestiges d'un palais extrêmement prestigieux pendant tout le Moyen-Âge. C'est vrai que quand on voit ces dimensions pour l'époque et le fait que cette salle soit restée comme la plus grande salle d'architecture civile en Europe, c'est quand même vraiment très, très impressionnant. Mais sa construction va se révéler complexe et semée d'embûches. C'est l'architecte Enguerrand de Marigny qui va travailler sur ce nouveau palais pour tripler sa surface. Mais très vite, il va être confronté à un problème majeur, les rives de la Seine. Pour agrandir le palais et bâtir la conciergerie, les bâtisseurs n'ont d'autre choix que de se rapprocher du fleuve. Il y avait des problèmes d'humidité assez importants du fait de la proximité au nord donc de la Seine. On était vraiment au maximum de là où on pouvait aller pour la rive nord de l'île. On est beaucoup plus près de la Seine, donc les terrains sont beaucoup plus marécageux. Ça devait d'autant plus affleurer que les rives n'étaient pas comme aujourd'hui, c'était des rives en pente douce. On est dans des milieux qui sont humides, des milieux alluvionnaires, et donc la stabilité des constructions ne peut pas s'appuyer directement sur de la roche. Donc il va falloir eh bien, porter une attention toute particulière à la stabilité des édifices qui vont y être construits. Il va falloir imaginer des fondations solides et efficaces. Une des hypothèses pour y parvenir serait que les bâtisseurs aient utilisé une technique employée à l'époque romaine. La solution pour beaucoup d'édifices est de poser les fondations sur des pieux en bois, donc des troncs d'arbres typiquement, que l'on enfonce dans la boue du sol le plus profondément possible, qu'on arrase ensuite pour que leur tête soit toutes au même niveau partout, et sur lesquelles on pose les fondations du bâtiment qu'on doit construire. C'est par le poids d'une énorme pierre soulevée grâce à un système de poulies que les pieux de bois sont enfoncés au fur et à mesure. C'est un travail difficile et qui ne laisse pas de place à l'erreur. Ça nécessite une implantation oui, très précise. C'est un groupe de pieux chaque fois, donc on est obligé d'enfoncer 4-6 pieux au droit d'une colonne, il en faut plusieurs. Les fondations de la conciergerie ont aussi pu s'appuyer sur d'anciennes constructions de l'île. Car l'île de la Cité a toujours été un lieu d'occupation, du néolithique à l'époque romaine, puis antique jusqu'au Moyen-Âge. Durant des milliers d'années, l'homme a construit des palais et des édifices toujours plus grands. Peut-être que cette histoire de récupération des éléments construits antérieurs joue un rôle dans les fondations. C'est déjà de la pierre en place, donc c'est déjà ça de fait en fait, et ça permet de solidifier des murs. En plus des pieux de bois pour asseoir les fondations, les bâtisseurs suivent donc une partie des murs existants, en englobant d'anciens remparts et bâtiments pour s'assurer de la stabilité de l'édifice. Mais une autre contrainte vient s'ajouter dans la construction de la conciergerie. Le risque d'inondation.
L'île de la Cité a sans doute connu plusieurs dizaines d'inondations pour tout l'Ancien Régime. On connaît assez bien les dates, et puis on connaît encore mieux les dates des inondations catastrophiques. On est sur une île, et une île qui a été très souvent évidemment envahie par l'eau, parce que la Seine varie de régime comme tous les fleuves. Il y avait à peu près 2 à 3 grandes crues par siècle qui causaient des ravages absolument monstrueux, emportant les ponts, submergeant les maisons. Le palais a été submergé quelques fois aussi dans son histoire. L'idée d'un palais à 2 niveaux s'impose donc pour se prémunir de l'eau et protéger l'étage supérieur. C'est un moyen de se prémunir contre les éventuelles crues afin d'éviter un certain nombre de dégradations qu'on aurait pu avoir dans des parties plus nobles peut-être et plus hautes. En plus de protéger des crues, un palais à 2 niveaux correspond à l'idée architecturale de l'époque et s'aligne avec la conception de la Sainte-Chapelle. Ce système de salle basse et de salle haute reflète une idée très simple et très fonctionnelle, c'est de donner une hiérarchie aux espaces. Les espaces dans lesquels nous sommes aujourd'hui, aussi majestueux qu'ils paraissent, sont des espaces de service. Ce sont des espaces pour, vous et moi, et non pas les élites qui dominaient au-dessus. Que ce soit le roi, les seigneurs qui recevaient, ou ensuite le Parlement qui va s'installer dans tous ces espaces. Une fois de plus, l'architecte va se servir des salles basses comme fondation pour soutenir les salles d'apparat. C'est comme pour la Sainte-Chapelle, c'est la partie basse qui va porter très puissamment la très grande salle haute. Donc elle doit être extrêmement renforcée, pas très haute, puissante. La salle des gendarmes, elle est vraiment conçue effectivement pour soutenir la grande salle qui est au-dessus. Et elle a vraiment une grande fonctionnalité aussi, puisque c'est là que vont venir se ravitailler quotidiennement près de 2000 serviteurs ou gendarmes, d'où son nom, salle des gendarmes, on comprend mieux en le disant. Et donc évidemment, elle a une fonction quand même importante, à la fois, on va dire, structurellement, mais aussi fonctionnellement. Pour allier vaste espace et puissance structurelle, l'architecte va utiliser une technique déjà mise en place dans la Sainte-Chapelle, la croisée d'ogives. Mais cette fois-ci, il va s'en servir sur une surface dans des proportions encore jamais réalisées. Les croisées d'ogives vont être ajoutées les unes aux autres comme des modules indépendants. Pour chaque nouveau module, les bâtisseurs ajoutent une nervure entre les piliers et une nervure pour la croisée d'ogives. La salle est ainsi construite d'est en ouest. Les modules s'ajoutent les uns aux autres sur 67 mètres de long. En tout, 36 piliers seront posés. Grâce à ces croisées d'ogives appliquées sous forme de petits modules de construction, on a cette double fonction, à la fois d'ouvrir un vaste espace, mais aussi d'aller reprendre les forces et le poids de la structure supérieure et d'offrir une stabilité importante, surtout dans un milieu humide tel que les fondations sur l'île de la Cité peuvent l'être. Ces croisées d'ogives sont comme des sortes de chaînages qui viennent retenir les différents éléments porteurs et qui créent une trame horizontale de façon à pouvoir construire par-dessus. Les bâtisseurs vont ainsi couvrir une surface de 1900 mètres carrés, soit plus de 3 fois la surface de Notre-Dame. Il faut imaginer qu'à l'époque, ce lieu était à la fois extrêmement lumineux, en rez-de-chaussée, ouvert et à la fois très vivant, puisque ça devait grouiller en permanence avec tous ces serviteurs qui venaient manger quotidiennement, les 4 cheminées qui étaient là pour réchauffer l'atmosphère. C'est pas du tout un endroit calme. C'est un endroit tonitruant, le palais de la Cité. Il faut dire que le palais a toujours été un palais ouvert au public, en fait, aux habitants, aux administrés. Des centaines de personnes entraient et sortaient chaque jour. Donc c'est un palais au milieu de la cité, et ça l'a toujours été. Tout est prévu pour accueillir le peuple. Plus de 2000 personnes déjeunent au palais. Concierges, policiers, intendants. Les cuisines imaginées par les bâtisseurs sont immenses. Il reste aujourd'hui celle qui se trouve au premier niveau du palais.
Les cuisines telles qu'on les connaît aujourd'hui, c'est un espace de plan quadrangulaire avec d'immenses cheminées établies dans les angles, ce qui est tout à fait original. Et on pense vraisemblablement que dans la partie supérieure, donc au niveau de la grande salle, il devait aussi y avoir des cuisines. Cette cuisine fait partie des plus grandes jamais réalisées. Pour la stabiliser, des arcs-boutants sont placés aux quatre coins de la pièce et des tirants de fer sont insérés dans les pierres. Aujourd'hui, tout l'espace du premier niveau du palais est conservé et témoigne de sa grandeur. Ce qui nous reste quand même, c'est la taille, tout simplement. C'est vraiment un lieu impressionnant par ses dimensions qui sont énormes, avec ce côté très régulier, très systématique des croisées d'ogives qui annoncent une architecture solide. Mais en regardant dans les détails, on s'aperçoit que tout n'est pas aussi symétrique et parfait. Et ce détail se trouve au sommet des piliers. On observe des différences dans la forme des supports, dans le degré de raffinement, de finition en fait, des chapiteaux. Au départ, dans l'espace où nous sommes, par exemple, les chapiteaux sont sculptés de manière assez belle, avec des motifs végétaux, bien sûr. Mais dans la fin de la salle, vers l'est, au contraire, on a des chapiteaux lisses, simplement. Et ça semble dû non pas à une restauration, comme on pourrait l'imaginer aussi, mais tout simplement au fait de vouloir aller vite, un peu à l'économie, j'allais dire, pour cette partie-là. Car les bâtisseurs sont pressés par le temps. Ils doivent s'atteler à la salle du haut, c'est elle qui va imposer la puissance du roi. On l'appellera la Grande Salle. Elle rayonnera dans l'Europe entière. La Grande Salle était extrêmement connue. Elle était gigantesque, avec de larges colonnes surmontées d'immenses sculptures qui représentaient tous les rois de France. Ça symbolisait la puissance dynastique. Et il faut imaginer que dans cette salle, il y avait des fêtes, des dîners, des banquets. On doit être à peu près à 68 mètres de long. Vous voyez, ce qui est énorme en fait, ce qui est même plus grand que Westminster à l'époque. Et donc clairement avec cette salle, le roi va marquer sa prééminence. C'est une vraie salle d'apparat. Et en effet, sans doute, c'était une des plus grandes salles d'apparat et palatiales d'Europe, en tout cas pour le XIVe siècle. La salle était nécessairement somptueuse puisque c'était l'espace de représentation du royaume. Composée d'une double nef, la charpente est en bois pour alléger la structure. Seule une rangée de piliers centraux soutient l'édifice. D'énormes poutres transversales maintiennent les voûtes pour éviter qu'elles ne s'écartent. Mais comment les bâtisseurs se sont-ils assurés de la stabilité de la salle? Par quels moyens ont-ils repris le poids de la salle du roi? Juste en dessous, dans la salle des gendarmes, les piliers n'ont pas tous les mêmes sections. Les piliers du centre sont plus épais que ceux des contre-allées. Dans la salle des gendarmes, il y a d'impressionnants piliers au centre. Ils servent de support pour les piliers qui sont dans la grande salle juste au-dessus. Ça explique pourquoi il y a autant de piliers si puissants au milieu de cette salle basse. Ils sont renforcés parce qu'ils supportaient la file de colonnes de la grande salle supérieure. Donc c'est une question de soutènement vertical. Et ils recevaient tout le poids des colonnes supérieures et quand même le poids de toute la charpente. La salle haute va donc parfaitement s'aligner avec les piliers de la salle basse. Au final, la salle des gendarmes offre donc une assise avec des rangées de colonnes à intervalles réguliers pour soutenir la salle du roi. Mais malgré des piliers massifs, des croisées d'ogives puissantes, la structure de l'édifice n'est pas aussi stable que les bâtisseurs le souhaitent et au cours des siècles, il y a eu plusieurs problèmes qui ont fragilisé le bâtiment. Il y a eu un effondrement dans cette zone-là. Les voûtes se sont effondrées, donc vraisemblablement il y avait des problèmes de stabilité.
L'humidité et le sol instable ont fragilisé l'édifice. Et très vite, il a fallu trouver une solution pour éviter que toute la salle ne s'effondre. On se rend compte qu'il y a eu un problème de stabilité dès le milieu du XVe siècle parce que toute la structure architectonique a été doublée à ce moment-là. Les nervures, précisément ce qu'on appelle les croisées d'ogives, ont été doublées véritablement pour soutenir la salle supérieure. Donc on sent qu'il y a dû avoir un problème de stabilité à ce moment-là. Dans la salle des gendarmes, chaque nervure de la croisée d'ogive est doublée par une nervure supplémentaire, beaucoup plus épaisse. Le diamètre des piliers est donc augmenté pour placer ces nouveaux renforts. Dans la salle adjacente, la salle des gardes, c'est la même chose. Toutes les nervures sont doublées. Les bâtisseurs avaient peut-être surestimé la puissance des ogives qu'ils avaient placées, qui au cours des siècles ont dû être renforcées. Malgré toutes ces précautions, un désastre vient s'abattre sur la conciergerie. Un puissant et incontrôlable incendie se déclare en 1618. La salle du roi est totalement détruite. Les bâtisseurs décident de la reconstruire quelques années plus tard, mais l'architecte va faire une erreur. Il n'a pas placé exactement les piliers à l'aplomb de ceux de la salle basse, ce qui fait que ça a provoqué un effondrement partiel des voûtes. Et donc au XIXe siècle, il va essayer de corriger ça en renforçant les piliers des travées centrales pour là aussi renforcer la structure. Toute la structure de pierre sera renforcée pour assurer la stabilité de l'édifice. Finalement, la grande salle d'apparat sera une nouvelle fois détruite pendant la Commune en 1871. Aujourd'hui, c'est la grande salle des pas perdus du palais de justice qui se trouve au-dessus de la salle des gendarmes. Elle conserve l'idée de la double nef avec des piliers centraux. Mais durant sa construction, les architectes ont ajouté un escalier. Et là aussi, il a fallu renforcer la salle des gendarmes pour supporter son poids. Quand le palais de justice va construire un grand escalier à l'étage, là aussi, il va falloir soutenir les voûtes de la conciergerie. Donc on a une série de piliers qui ne ressemblent pas du tout aux autres et qui ont été clairement ajoutés beaucoup plus tard. 4 grands piliers au milieu des croisées d'ogives viennent trahir ce problème de stabilité. Au cours des siècles, la conciergerie de Philippe le Bel va subir plusieurs transformations. Une partie va servir de prison à la célèbre Marie-Antoinette qui y sera enfermée. Puis elle va être oubliée pour servir de débarras. Les quais vont être surélevés pour canaliser le fleuve et protéger l'île des inondations. Il suffit de voir ici le niveau du sol de la salle. On a à peu près le niveau du sol de circulation médiévale ici et il faut remonter 2-3 mètres pour arriver au niveau de circulation du boulevard du Palais. En tout, le niveau de circulation de l'époque médiévale sur l'île de la Cité a été rehaussé de plus de 4 mètres. Malgré toutes ces modifications, la salle des gendarmes reste un témoignage précieux de la glorieuse époque des rois capétiens et du milieu du Moyen-Âge. Il faut quand même mesurer qu'on parle de bâtiments qui ont une exceptionnelle longévité quand même, parce que là on parle de bâtiments qui ont été construits au tout début du XIVe siècle. Imaginez, aujourd'hui nous sommes au XXIe siècle, ils sont encore en place. Mais en plus, il y a toutes les constructions au-dessus qui se sont poursuivis avec des besoins changeants, évolutifs du palais de justice, avec des incendies qui sont passés par là, des inondations. Ce qui me fascine quand j'y emmène mes étudiants, c'est de leur dire que tout est encore là. C'est comme un palimpseste de ce qui a toujours été présent. Il y a la conciergerie qui soutient le palais de justice, et ça c'est incroyable. Et heureusement, il y a toujours la Sainte-Chapelle. Avec la Sainte-Chapelle, ces 2 édifices demeurent les derniers vestiges du Palais des Rois et témoignent du savoir-faire des bâtisseurs de l'époque.
ils ont réussi à transmettre aux visiteurs du passé et du présent l'émotion qu'ils voulaient susciter. Je pense qu'il faut déjà voir, ne serait-ce que l'effet que ce type de monument fait encore sur ces visiteurs aujourd'hui, pour se rendre compte du choc culturel, émotionnel que ça a potentiellement pu provoquer chez les personnes, les contemporains du XIIIe siècle au niveau de la Sainte-Chapelle. Plus de 9 siècles plus tard, le Palais des Rois continue à rayonner sur l'île de la Cité. Et la Sainte-Chapelle se dresse toujours face à la cathédrale Notre-Dame. Grâce à deux rois, Philippe le Bel et Saint-Louis, qui par leur ambition ont marqué l'histoire de France, ces deux édifices d'une grandeur exceptionnelle ont traversé les temps pour venir témoigner de la magnificence du Palais des Rois.